Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Questionner l'Europe. Collection dirigée par Bruno Pequigno. Les questions européennes sont aujourd'hui au centre de la vie sociale, économique, culturelle et politique en France comme dans l'ensemble des pays qui participent à l'Union européenne, ou non. Cette collection accueille des ouvrages qui contribuent et participent aux débats et controverses sur ces questions. Déjà paru. Patrice Aubert, Un projet pour l'Europe. Plaidoyer pour une refondation, 2013. Thomas Dupont-Federici, La désunion européenne. Pourquoi ça ne marche pas, 2013. Du même auteur. Pour une Europe européenne, Xenia, 2007, collectif sous la direction d'Henri de Grossouvre. Remerciements. Remerciements à Monsieur Alain Boss et Madame Huguette Chopin pour leur relecture attentive. Dédicace à ma fille Hélène. Citation. Le premier devoir du souverain est d'assurer le bonheur de ses peuples. Dès qu'il aperçoit un danger pour eux dans un traité, il doit donc le violer à regret, mais sans hésiter. Frédéric le Grand, roi de Prusse. L'histoire de mon temps. Introduction. Les Européens ne s'intéressent guère à l'Allemagne qu'en période de crise ou de conflit. L'ignorance de la langue, la maigre attraction de la culture, la rugosité du climat, la faible exubérance des habitants, de nombreux éléments font que l'on contourne ou que l'on traverse plus volontiers l'Allemagne qu'on ne s'y arrête. Pourtant, elle en vaut la peine. Depuis 2009, l'Allemagne refait régulièrement l'objet des manchettes de journaux. La crise financière et la volonté du gouvernement allemand de s'en faire l'arbitre lui ont redonné une place inattendue et surprenante dans l'information autant que dans les discussions de salon ou de bistrot. Seuls, à l'université, des départements spécialisés n'avaient jamais cessé d'observer, posant des regards impénétrables et sourcilleux sur des aspects ténébreux ou confidentiels du pays. Ces quelques pages se situent entre ces deux mondes et elles sont sans prétention, écrites pour prendre date, en un moment où l'Europe unie est secouée de tensions économiques et politiques qui la menacent dans son existence institutionnelle même. À l'heure des célébrations du 50e anniversaire du traité de l'Élysée de 1963, qui vit la France du président de Gaulle tendre une main désintéressée et pardonnante à l'Allemagne du chancelier Adenauer pour la réintégrer dans le concert des nations européennes, des velléités de domination, de règlement de comptes et des sentiments de supériorité sourde des fissures de l'édifice, ici et là. De la fin de la Deuxième Guerre mondiale au début des années 90, l'Europe s'est caractérisée par une grande stabilité. Le face-à-face Occident-Union soviétique gelait tout mouvement. L'affaiblissement de l'Union soviétique et sa disparition permirent un mouvement de libération des peuples européens prisonniers du communisme et une reprise en main de leur destinée. La réunification de l'Allemagne, 1990, et l'éclatement de la construction yougoslave, 1991-92, en sont les plus éclatants exemples. Ce dernier s'est fait dans le sang et les larmes, tant il est vrai que la dislocation d'un État est rarement pacifique. L'Allemagne, encore dans l'euphorie de la réunification, souffla sur les braises en finançant et armant la Slovénie et la Croatie, leur permettant, paradoxe d'un État fédéral, allemand toujours prêt à railler le centralisme, de soutenir la lutte engagée par d'autres contre le fédéralisme yougoslave. Quant à la réunification allemande, à ce jour, elle n'a pas eu d'effet majeur direct en Europe. Elle fut la conséquence d'une évolution qui était dans ses causes profondes, extérieures au pays. Les aménagements institutionnels qui ont dû être acceptés dans le fonctionnement de l'Union européenne, ou les aménagements d'ordre économique, tels que le maintien de taux d'intérêt élevés dans les pays de l'Union pour aider la RFA à surmonter l'absorption des nouveaux lenders, n'ont pas été perçus comme des effets majeurs. En revanche, la réunification a considérablement modifié le visage de l'Allemagne, non pas seulement sous son aspect géographique, mais dans la représentation que les Allemands se font d'eux-mêmes, de leur passé et de leur avenir. De ce point de vue, les conséquences européennes de la réunification allemande sont à venir. La psychologie d'un peuple,
réagit aussi aux événements que lui impose l'histoire et se définit donc en fonction d'éléments fixes relevant du passé et de la perception de l'actualité telle que ce peuple la ressent. En 1989 au Festival de Cannes, le réalisateur Emir Kusturica ne se présenta pas comme un Serbe de Yougoslavie mais comme un Yougoslave et raisonnait en yougoslave, comme si son identité culturelle serbe n'existait pas encore. 10 ans plus tard, alors que l'Europe théorisait encore sur ce qu'elle appelait l'ex-Yougoslavie, le même se présentait comme serbe, s'assumait orthodoxe et déclarait que sa famille ne s'est faite musulmane que pour survivre face aux Turcs. Retour d'une identité nationale forte. Ce n'était pas seulement son passé administratif yougoslave qui avait disparu avec l'État éponyme, mais sa perception de sa propre identité qui avait été bouleversée. L'Allemagne a subi un mouvement similaire en importance mais dans une direction inverse. Elle n'a pas connu de mouvement d'éclatement mais un double mouvement, à la fois centripète et d'élargissement. D'élargissement parce que se réunifiant, chacune de ces parties dispose d'un espace commun plus grand, d'une vue élargie, de moyens et de besoins nouveaux. Simultanément, étant au centre d'un événement historique, le monde extérieur s'estompe provisoirement de l'attention des Allemands, et leur regard tout comme leur énergie se polarise sur eux-mêmes. Quelques années durant, l'Allemagne est dans le champ historique, elle se redécouvre, s'ouvre à elle-même. Un chapitre s'éclôt, sans qu'elle connaisse la nature du suivant. Elle nourrit des rêves, tente de combler des nostalgies, d'effacer des frustrations, mais l'environnement est incertain, l'adéquation de ses désirs et de ses forces est encore mal assurée. Elle ressemble pour l'instant à ce type de grands adolescents boutonneux se découvrant avec surprise une force nouvelle et inutilisable, équipés d'une gouverne indécise, soucieux d'impressionner et de se rassurer. L'observation de son évolution est donc passionnante. Placée dans une position géographique assez centrale en Europe, puisque située au carrefour des mondes slaves, latins et nordiques, l'Allemagne jouera fatalement un rôle majeur dans le devenir des peuples européens. Naturellement, elle ne le jouera pas seule. Si elle est première puissance économique en Europe, son influence hors de la sphère économique et financière n'est en effet pas décisive à ce jour et sa capacité de séduction reste modeste, son empathie faible. Cependant, et on le voit dans la crise financière que traverse l'Europe, elle possède la capacité de ralentir ou d'accélérer des processus qui dans certains cas sont vitaux pour les intérêts nationaux d'autres pays européens. De ce fait, si le concept de destin la préoccupe de nouveau après une parenthèse de 45 années, il devient important pour ses voisins de comprendre ce qui s'y passe. L'objet de ce livre est donc de livrer au lecteur une approche de la nouvelle réalité allemande, sur la base de l'observation intérieure du pays, et des ressorts psychologiques du peuple allemand tels que conditionnés par son histoire. De ce point de vue, on reprochera peut-être à l'auteur de n'avoir pas une approche assez scientifique de la situation, et des esprits chagrins regretteront sans doute aussi de ne pas trouver un appareil critique exhaustif ou davantage de détails descriptifs. Mais ce livre à 3 chapitres ne comporte finalement qu'un seul paragraphe, celui dicté par l'amour passionné de la paix en Europe et de la liberté des nations. Sur ce thème de la paix et de la liberté des nations, une anecdote historique s'impose. En 1934, les 886 pages de Mein Kampf n'avaient pas été traduites en français. Sentant la menace se préciser, une maison d'édition parisienne, les Nouvelles Éditions Latines, prit le parti un peu tard d'en proposer une traduction pour alerter les lecteurs francophones. Hitler entreprit alors en France un procès contre l'éditeur, visant à interdire la diffusion de son pensum. De façon étonnamment masochiste, la justice française lui donna gain de cause. De la même manière, le gouvernement français ne broncha pas comme s'il n'avait pas été concerné par l'intérêt du pays. Le maréchal Lyautey, grand officier et humaniste respecté, insistait pourtant en exergue de l'ouvrage. Tout Français doit lire ce livre. Il est vrai que sa maison lorraine ayant été délibérément brûlée par les Allemands en 1914, pour la simple raison du succès de son protectorat sur le Maroc, il avait de quoi se méfier. Il fut malgré tout raillé par de fins esprits. En 2013, tout observateur critique de l'évolution allemande risque malheureusement en France un procès d'intention, un procès en germanophobie suspectée. Peu de monde s'intéresse réellement à l'Allemagne, mais l'image aussi superficielle qu'omniprésente et officielle de l'amitié franco-allemande,
n'autorise, semble-t-il, aucun dépoussiérage, aucun questionnement. Il ne faut pas troubler les ronronnements des affaires européennes, ne pas indisposer la chancelière et ses services, comme il ne fallait pas indisposer le chancelier du Reich dans les années 1860 ou 1930, tant on espérait timidement des concessions. Les alarmistes étaient priés de porter leur regard sur des objets plus futiles. En 1990, c'est par un sourire narquois et incrédule que l'auteur de ces lignes, alors étudiant, prit connaissance de l'ouvrage de Georges Valence, rédacteur en chef du magazine L'Express, France-Allemagne, Le Retour de Bismarck. Passé discrètement à l'époque, cet ouvrage posait pourtant de façon étonnamment visionnaire les bonnes questions. Mais trop tôt. Le chapitre « Vers une nouvelle mégalomanie ?» indisposait et douchait l'enthousiasme français, face à la réunification et à la fin du rideau de fer. Mais alors pourquoi ce titre ? Car évidemment Bismarck n'est pas Hitler comme la Prusse n'est pas toute l'Allemagne. Il n'en fut, c'est vrai, que le signe précurseur, quoique l'on oppose régulièrement l'extraction aristocratique des Hobro-prussiens à la démagogie plébéienne des nazis. À ce sujet, rappelons-nous que si le maréchal von Hindenburg affublait Hitler du surnom de Petit Caporal de Bohême, il le nomma cependant chancelier du Reich en janvier 1933 et lui confia les pleins pouvoirs le 28 février. Le 1er mars, se recueillant devant le tombeau de Frédéric II, il s'écria aussi « Puisse le vieil esprit de ces lieux de gloire imprégner aussi la jeune génération ». Par le militarisme et le culte de l'Allemagne, Hindenburg incarne assez bien la connexion entre prussianisme et nazisme. Le 20 mars 1933, au cours d'une cérémonie grandiose, Hitler rendit d'ailleurs un hommage identique à la Prusse par le même geste face au tombeau, et en revendiqua la filiation. Bismarck, petit noble prussien, n'est certes pas Hitler mais en fut en quelque sorte le parrain idéologique, un Markstein, borne cadastrale, sur cette longue et pénible route de l'orgueil collectif où cheminaient pesamment la plupart des Allemands depuis près d'un siècle. Mais pourrait-on dire Bismarck est mort ? Ni les Danois, ni les Autrichiens, ni surtout les Alsaciens et Lorrains ne s'en plaindront. Alors pour Bismarck, quel retour ? De quelle singulière actualité ce sévère personnage pourrait-il bien faire l'objet ? L'Allemagne actuelle, définitivement diminuée de la Prusse et de la Silésie, d'une solide armée et de principes politiques autoritaires a-t-elle à voir avec le hobro belliciste et falsificateur de Schönhausen ? Hormis les innombrables noms de rues censés rappeler outre-Rhin le douteux génie du bonhomme ? Et puis, de l'après-guerre à nos jours, on peut dire que l'entretien de bonnes relations avec ses voisins européens a été une préoccupation sincère des différents gouvernements allemands, ainsi que des responsables politiques et des médias du pays. Bismarck, dont on parle peu, semble pourtant bien plus actuel qu'il n'y paraît, comme nous le verrons plus loin. Même si le lien entre prussianisme et nazisme existe bien, d'aucuns objecteront que dès 1945, une politique de dénazification et d'interdiction du militarisme avait été mise en œuvre, particulièrement sur le plan juridique, qui allait rendre progressivement possible des relations cordiales avec les autres Européens. Les droits publics et privés tout comme le fonctionnement des institutions avaient été expurgés des outrances dictatoriales, totalitaires, racistes et pangermanistes. Contrairement à ce qui s'était passé en 1918-19e, après la première défaite allemande, les règlements de compte politico-idéologiques n'avaient pas eu lieu entre Allemands eux-mêmes républicains démocrates contre réactionnaires militaristes avec une issue incertaine, mais entre puissances occupantes et Allemands, ces derniers ne pouvant que se soumettre à l'irruption tardive mais véritable de la démocratie dans leur culture nationale. Cependant, ce processus de dénazification mené par les Alliés portait, comme il avait été défini dans la loi du 20 septembre 1945 prise à Berlin par le Conseil de contrôle allié, sur des aspects touchant essentiellement la vie publique. Des directives furent prises et appliquées avec une précision variable selon les zones d'occupation, la plus laxiste étant la zone américaine de l'ex-Reich millénaire. Concernant les hauts responsables de l'Allemagne, seuls 24 d'entre eux furent poursuivis au procès de Nuremberg et 4 organisations déclarées criminelles. Or le parti nazi avait connu près de 8,5 millions de membres. 24 accusés pour 8,5 millions de nazis encartés. Après la guerre, la plupart d'entre eux ont affirmé avoir été contraints de prendre la carte du parti. Cependant, pour manger et conserver ses biens, il ne fallait point de carte du parti NSDAP.
Sur le plan individuel, les Allemands ayant exercé des responsabilités civiles pendant le nazisme, eurent à remplir un questionnaire destiné à cerner leur degré de culpabilité dans la tragédie. Mais il est avéré que les réponses données étaient le plus souvent mensongères ou fantaisistes, peu d'Allemands acceptant de reconnaître leur responsabilité ou leur culpabilité. De façon aussi naïve qu'erronée, des hommes aussi droits que le chef d'orchestre Furtwängler, intact de toute compromission avec le chauvinisme et le militarisme allemand, écrivait d'ailleurs dans ses carnets publiés en 1995 « Je sais ce dont ce système de violence et de terreur était capable. Et je sais combien le peuple allemand était en réalité loin de ce phénomène horrible, sorti de ses propres entrailles. » Devant tant d'illusions, on comprendra pourquoi il faut reconnaître à Furtwängler ce qu'il appelait lui-même son exil intérieur. Comment un peuple aurait-il pu être loin du phénomène quand ce même peuple avait apporté son soutien à Hitler avec 92% des voix en novembre 1933, moins de 8% refusant de voter pour un nazi, et encensait Bismarck et le pangermanisme depuis près d'un siècle? L'historien américain Raoul Hilberg, bon connaisseur de la période, estimait lui en 1985 que le phénomène avait reposé sur une incroyable rencontre des esprits, une transmission de pensées consensuelles au sein d'une vaste bureaucratie. Le cas de Furtwängler est intéressant en ce sens qu'il est considéré par les Allemands comme un non-nazi, ce qui est sans doute exact, et auréolé de ce poinçon de respectabilité, mais par ailleurs et sans qu'il détonne dans le paysage idéologique de l'époque, il est aussi considéré comme un nationaliste antisémite. Son étiquetage non-nazi suffit donc à lui conférer aujourd'hui, eu égard au contexte de l'époque, une certaine sympathie. C'est tout dire. Globalement, il est difficile d'affirmer sérieusement que les Allemands dans leur immense majorité n'aient pas été nazis, et ce jusqu'à la fin de la guerre, voire au-delà. Aucune activité n'aura échappé à l'adhésion aux thèses nazies. Même des domaines très particuliers, très spécialisés du savoir, comme par exemple l'archéologie, ont été instrumentalisés par ces acteurs au profit de l'idéologie nazie, ou plus largement par ce que l'on pourrait appeler le suprémacisme allemand. Celui-ci peut se définir simplement par la conviction souvent naïve que ce qui est allemand est supérieur en tout à ce qui ne l'est pas. Référons-nous ici au récent ouvrage de Laurent Olivier, conservateur du Musée d'archéologie nationale de Saint-Germain-en-Laye, Nos ancêtres les Germains. On y apprend que de 1933 à 1944, les archéologues allemands recomposèrent une histoire des peuples européens dans laquelle la prétendue race supérieure germanique s'imposait comme élément de référence et qu'à partir de 1938, la Grande Allemagne aménagea à son avantage le peuplement du continent, déplaçant frontières et populations selon ses lubies pseudo-scientifiques. C'est un secret bien gardé. Près de 90% des archéologues allemands ont été membres du parti nazi. Mise au service du nazisme, l'archéologie fournit alors une légitimité scientifique à l'entreprise d'épuration raciale. Ainsi que le précise l'auteur, l'enrôlement des archéologues allemands dans l'idéologie de l'époque servit des objectifs politiques comme ces tentatives de promotion d'une communauté de sang nordique, ou d'affirmation d'un passé exclusivement germanique de l'Alsace-Moselle. Plus important encore, l'auteur signale que ces archéologues, serviteurs des outrances nationalistes allemandes, ont poursuivi leur carrière après la guerre dans les institutions publiques de la RFA. D'une manière générale, la dénazification a été menée par les autorités allemandes sous la forme d'une contrainte morale et juridique, et sans adhésion spontanée ni conviction ancrée. L'acceptation de la responsabilité des guerres a généralement été refusée ou passée sous silence en Allemagne, le lien entre le militarisme qui imprégnait cette société et les guerres ne s'imposant qu'à la clairvoyance de quelques franges politiques. Les mea culpa collectifs ne sont pas dans la tradition du pays, ni de ses penseurs qui recherchent plutôt les éléments tendant à mettre en évidence une supériorité des pratiques nationales, voire de la substance même du peuple allemand et ignorant ou considérant comme négligeable ce qui infirmerait cette opinion. C'est pour ces raisons que de nombreux nazis purent exercer leurs activités en Allemagne après-guerre, sans être réellement inquiétés. Le cas de Kurt Kiesinger est emblématique de ce phénomène. Docteur en droit, membre actif du parti nazi dès 1933,
Occupant durant la guerre de hautes responsabilités au ministère de la propagande de Goebbels, il est arrêté en 1945, libéré suite à une confusion sur son identité, puis fera ensuite une carrière de politicien professionnel qui le mènera au poste de chancelier avec la bénédiction des partis de droite comme de gauche puisqu'il dirigea durant 3 ans la Grande Coalition, SPD-CDU. Paradoxalement, il considéra toujours la prise de pouvoir de son successeur Willy Brandt à la chancellerie comme antidémocratique. Notons qu'avant d'accéder à la chancellerie, il avait été de 1958 à 1966 président de région, Ministerpräsident, du Land Bade-Württemberg et que son successeur Hans Filbinger était un ancien membre des jeunesses hitlériennes, un ancien SA, ayant continuellement menti sur son passé avant de devoir admettre l'existence de ses responsabilités dans le régime nazi et la Kriegsmarine en particulier, puis de démissionner. Considérant le mandat du premier président de cette région, Gebhard Müller, on peut dire que durant un quart de siècle, 1953 à 1978, le Bade-Württemberg aura été gouverné par d'anciens membres d'organisations nazies. Nous verrons au chapitre 3 que des fondations nazies purent poursuivre leurs activités jusqu'à nos jours. Le cas de l'avocat Ernst Asrenbach est tout aussi éloquent dans la mesure où, après avoir été responsable de la déportation de milliers de Juifs de France, notamment depuis son poste à l'ambassade d'Allemagne à Paris, il eut l'audace de faire croire aux forces américaines qu'il avait fait de la résistance anti-nazie en 1944 et fut de ce fait libéré. Il reprit de rechef sa carrière d'avocat, défendant avec succès d'anciens nazis, devenant un politicien du Parti libéral, FDP, étant même proposé par le gouvernement allemand en 1970 pour devenir commissaire européen à Bruxelles. La gratitude de la RFA à son égard fut soulignée par son élévation à un grade de l'Ordre national du mérite, Verdienstkreuz-Klasse. De multiples exemples puisés dans les domaines politiques et économiques montreraient à l'envi la duplicité des autorités allemandes et leur négation progressive des culpabilités allemandes. La presse n'est pas exempte de présence de responsables nazis au premier poste. L'exemple du Spiegel, journal de centre-gauche, l'illustre bien puisque l'on trouvait en son sein des officiers SS tels que Horst Manke, 1913 à 1985, ou Georg Wolf, 1914 à 1996, qui fut même rédacteur en chef adjoint du magazine. Le monde du spectacle fut également concerné, quoique dans une moindre mesure. Veit Harlan, aujourd'hui tombé dans l'oubli mais auteur du film antisémite, Le Juif Zus, en 1940 et collaborateur du nazisme fut acquitté de toute charge dès 1948 et coula des jours tranquilles en Italie jusqu'à sa mort dans les années 60. On le voit, l'instauration d'un régime démocratique dans l'Allemagne de 1945, si elle allait s'avérer réelle et irréversible jusqu'à ce jour du moins, se faisait pour les observateurs, dans l'illusion d'une Allemagne ayant profondément changé et rompu avec ses vieux réflexes. Ce qui avait changé pour sûr étaient les institutions, et une grande partie de l'élite politique. Mais la bienveillante tolérance envers des dirigeants parfois criminels était de rigueur. Avoir poussé le pangermanisme jusqu'à son extrémité la plus radicale pouvait s'accepter sans façon, à la condition de discrétion. Pour donner le change et obtenir son brevet de bonne conduite, l'Allemagne d'après-guerre réclama bruyamment la tête des nazis réfugiés à l'étranger dont la localisation devenait publiquement connue. Prétendre les juger en Allemagne aidait à modeler l'image d'un pays première victime du nazisme et non plus seulement cause de terreur. Nous reviendrons plus loin sur cette stratégie d'angélisation. Mais les mentalités populaires, hormis l'amertume de la raclée reçue et le deuil des familles, avaient-elles réellement changé ? Ces mentalités qui, des années 1860 à 1940, avaient joyeusement accueilli les guerres. Ce n'est pas par des discours et des votes de majorité que les grandes questions de notre époque seront résolues mais par le fer et par le sang. Bismarck devant la commission du budget, Berlin 1862, y voyant une possibilité de démonstration au monde de la prétendue supériorité de l'Allemand. Ces mentalités à partir de 1945 considéraient-elles l'Allemagne comme un simple élément de l'Europe, ou comme un modèle indépassable sur lequel les voisins devaient immanquablement se ranger ? L'hitlérisme n'avait-il été que la parenthèse noire mais passagère d'une histoire charriant bien sûr dans son flot souverain quelques impuretés, mais d'une histoire tendant néanmoins vers la paix, la sauvegarde des libertés et l'amour des hommes ?
Ou l'hitlérisme n'avait-il été finalement que l'illustration pathologique et hyperbolique d'un Sondeweg taché d'orgueil et de sang, indécrotablement lié à la substance du peuple, Volkssubstanz comme l'on dit outre-Rhin, Sondeweg tantôt mis en sourdine, tantôt ressurgissant selon les circonstances politiques, économiques et les rapports de force diplomatiques et militaires? Et ce Sondeweg, ne serait-il pas consubstantiel à l'Allemagne et simplement étouffé par le renouvellement des institutions en 1949, la partition du pays en 2 blocs, l'occupation alliée et l'alignement sur les standards consuméristes des années suivantes? La réponse à ces questions n'est pas mineure. Dans une époque troublée par une crise économique ébranlant l'Europe depuis 1974 et semblant inextinguible, une crise des valeurs civiques et des repères sociaux et une crise financière mettant en danger la fragile construction européenne, notre voisin de prédilection est-il fiable, droit et prévisible à moyen terme pour affronter les défis en cours? Ou doit-on être prudent, ne donner qu'après avoir reçu, diversifier nos amitiés et nos fidélités, ne croire vos bras ouverts dits qu'après observation et se souvenir des leçons du passé? D'aucuns nieront la pertinence de ces interrogations, et sans même attendre un débat ou une réponse, balayant d'un revers de la main le souhait d'étude et d'observation, ravaleront au rang de germanophobie ce qu'ils ne connaissent ni ne souhaitent connaître. Comme à d'autres époques parmi les plus noires de notre histoire, s'interroger sur l'utilité d'une alliance, l'honnêteté de partenaires, l'histoire et l'avenir d'un pays vous faisait courir le risque d'être estampillé comme un primaire revanchard. Mais peu importe, car ce qui vaut est avant tout de pouvoir observer, réfléchir, analyser et dialoguer avec ceux qui placent leurs réflexions à l'abri du réflexe politique, idéologique ou sentimental. Tel docte professeur contribuant à des revues aussi savantes que peu médiatiques et dont les pales entraînent annuellement, tout frais payés, à des colloques et symposiums outre-Rhin, ne sera sans doute pas très empressé à réviser le conservatisme de positions ancrées dans un demi-siècle d'histoire de la sympathique RFA et de ses bons rapports avec l'Europe. Tel germanophile français furieux et déçu de supposés échecs nationaux, saura trouver dans la nouvelle Allemagne un pré à l'herbe plus verte contre lequel il changerait volontiers et ingratement sa patrie. Tel autre, dévergondé sentimental d'une idéologie révolue, humera dans ses nouvelles affirmations de puissance outre-Rhin le parfum nostalgique d'un ordre qu'il regrette à demi-mot. Vouloir comprendre l'Allemagne aujourd'hui, son positionnement politique, ses dilections diplomatiques, ses raidissements en politique économique et en management de l'Union européenne, c'est s'interroger sur son passé, sur son évolution depuis la réunification, sur ses cachotteries et ses illusions, ses vœux secrets comme ses exigences proclamées. Vouloir comprendre l'Allemagne d'aujourd'hui, c'est écouter les Allemands parler, gagner leur confiance, les interroger, les regarder vivre, s'organiser socialement, débattre entre eux. La seule lecture des comptes rendus de la presse française et européenne, aussi intéressants et documentés soient-ils, ne peut suffire à se faire une idée précise de l'état d'esprit de nos voisins, de leur vue du monde, Weltanschauung, comme ils disaient autrefois. L'objet de ce livre est donc de soustraire au lecteur l'image simplette et paisible d'un pays sorti de l'histoire, se livrant aux délices de la consommation de masse, célébrant la bière dans des beuveries munichoises, les bratwursteux un peu partout, saucisses grillées, au demeurant délicieuses et revendiquant l'écologie tout en roulant depuis des décennies en lourdes berlines polluantes. Pour ce faire, une évocation historique présentera tout d'abord les enjeux de l'histoire, 936-1936, et mettra en exergue les principaux événements de ce millénaire qui concentrent en eux les traits caractéristiques de la mentalité allemande, cela éclairant notre présent. Nous verrons que de nombreux points saillants de cette histoire semblent ainsi tracer une ligne, tirée comme pour rendre visibles et cohérentes les impulsions millénaires de ce peuple tumultueux. Cette histoire, très largement, conditionne les postures et les actes de l'Allemagne contemporaine qui, sous 3 de ses aspects principaux et illustrés par des faits d'actualité récente, seront exposés au lecteur, émotionnels, politiques et économiques. Certainement la taille de cet ouvrage ne permet pas d'approfondir la réflexion, ni de tirer des conclusions indépassables. Nonobstant, la question qui court sur toutes les lèvres ces temps-ci est celle des perspectives européennes. La foi en l'euro et en l'Europe, ou plutôt en l'Union européenne, est mise en question. Sans prendre réellement parti pour l'une ou l'autre des options débattues, quelques réflexions concrètes seront présentées fort des conclusions qui s'imposent à nous, 23 ans après la réunification.
Chapitre 1 – Les enjeux de l'histoire. Les développements historiques de ce chapitre ne constituent pas un résumé de l'histoire de l'Allemagne, ni un rappel des événements qui en seraient les plus remarquables. Des ouvrages spécialisés existent dont les références sont présentées en bibliographie, et qui, pour le lecteur curieux d'approfondir ou de rafraîchir ses connaissances, permettraient d'appréhender avec profit l'histoire de ce pays jusque dans ses plis les plus tumultueux. Les pages suivantes représentent au contraire un survol, une vue d'ensemble d'éléments notables et d'événements remarquables qui participèrent à l'émergence et à la constitution de la mentalité et de la nation allemande, tels que le lecteur pourra les découvrir dans les chapitres prochains. Comme d'autres peuples sans doute, la nation allemande, au cours de son histoire, a poursuivi des rêves. Ceux-ci, souvent, dépassaient la simple existence des hommes qui tentaient de leur donner vie et chair. Ils reposaient autant sur des mythes à honorer que sur des appétits à satisfaire, et dépendaient autant des énergies libérées en Allemagne que des résistances qu'ils suscitaient à l'extérieur. Cependant, sans qu'il faille conclure à un quelconque déterminisme, il semble qu'un fil puisse être tendu sur les points saillants de ce millénaire que représentent les épisodes majeurs de cette course à travers le temps, comme si leurs origines avaient partagé des causes similaires et qu'une logique invisible avait guidé les grandes actions de ce peuple. 1. Le rêve impérial. S'il fallait remonter aussi loin que possible dans l'histoire de l'Allemagne, nous dirions que son grand ancêtre apparut à la fin du Xe siècle sous le nom de Saint-Empire romain, plus tard dénommé Saint-Empire romain germanique. Son histoire immense s'étend sur près de 10 siècles. Elle est d'une richesse et d'une complexité qui rendent tout résumé fatalement superficiel. Cependant, pour le sujet traité ici, nous pouvons nous appuyer sur une vision simple de ce millénaire. Une première période de réception de l'héritage romain, qui débute pour le Saint-Empire à la fin de l'épopée carolingienne et qui nourrit pendant 3 siècles des rêves de grandeur et de souveraineté universelle. Puis survient une période de repli sur une identité plus resserrée, mêlée à des rivalités et tensions internes qui ne permettent pas à l'Empire de faire face aux puissances rivales. Cet échec a marqué durablement les générations allemandes. La quête du Dominium Mundi, XIIIe siècle. Antérieurement à cette première période, il existe bien des peuplades germaniques sur le territoire de l'actuelle Allemagne, mais il serait téméraire d'affirmer que leur existence ait créé un territoire allemand bien caractérisé et qu'une conscience allemande ou germanique exista. La France ne peut pas davantage trouver le début de son histoire nationale chez les Gaulois, même si ces vaillants Celtes comptent en effet parmi nos nombreux ancêtres. Il est plaisant et parfois fort utile de trouver des traits communs entre les Gaulois et les Français d'aujourd'hui, de même que des rapprochements entre les Teutons du roi Teutobod et les Allemands actuels peuvent donner de l'épaisseur à une histoire bien morcelée, et une sorte de linéarité simplificatrice fort utile à l'édification du citoyen peu érudit. C'est ainsi que la bataille de Teutobourg, où l'on aurait vu 3 légions romaines massacrées par 15 000 guerriers germains conduits par Arminius en l'an 9 après Jésus-Christ, fait l'objet d'un culte en Allemagne depuis le XVIe siècle. L'histoire des Allemands étant éclatée entre différents États et différents territoires, avec des frontières longtemps mouvantes, des langues vernaculaires diverses et peu compréhensibles par tous, l'incarnation d'un peuple dans une action fameuse est un liant pour ce peuple, liant que les élites peuvent utiliser pour créer ou renforcer une cohésion nationale, que l'on dirait ethnique si l'on voulait se situer dans le contexte sémantique allemand. La chancelière Angela Merkel se rendit d'ailleurs en mai 2009 sur les lieux supposés de la bataille de Teutoburg pour commémorer le 2000e anniversaire de l'événement. D'un point de vue historique, cet événement est à relativiser dans son importance stratégique, quoique les historiens admettent généralement que cet épisode de résistance germanique à la présence de Rome ait dissuadé cette dernière de s'enfoncer davantage dans les sombres forêts hercyniennes d'Outre-Rhin. Rome n'a donc occupé qu'une partie du territoire occidental de l'actuelle Allemagne. On en voit encore les traces à Trèves, Trier, Augusta Treverorum, ou à Salzburg près de Francfort, à Coblence dont le nom provient du latin confluente ou à Cologne, dont le nom dérive directement du mot latin colonia, colonie, baptisée ainsi par Agrippine la fille du général romain Germanicus qui bâtit Arminius quelques années après la victoire de ce dernier sur les fameuses 3 légions romaines, chose que les Allemands ignorent le plus souvent. L'histoire du monde aurait sans doute été fort différente si les Germains avaient, comme les Gaulois, su profiter de l'influence de la civilisation romaine.
Ernst Robert Curtius, dans son essai sur la France, dit Französische Kultur 1931, notait déjà que l'histoire de l'Allemagne a commencé par la révolte contre Rome, l'histoire de France par la soumission à Rome. Dans la plupart des domaines de l'activité humaine, les Romains écrasaient de leur génie les peuples du nord de l'Europe. Art, architecture, organisation politique, droit, sciences, économie, agriculture et donc alimentation, peu échappaient à leur suprématie. Les peuples germaniques ne sont cependant pas restés complètement à l'écart de la culture latine. Ils n'ont pas seulement adopté l'alphabet latin et découvert la culture de la vigne ou la fabrication du pain. Ils ont aussi adopté le latin comme langue écrite et langue des savants, et leur système juridique a été, comme sur tout le continent, très imprégné des principes du droit romain. Une colonisation plus massive des peuples germaniques par la civilisation latine aurait probablement épargné à l'Allemagne cette hostilité au monde latin, mêlée de jalousie, qui s'est fait jour dans certains milieux intellectuels dès le XVIe siècle et plus massivement au XIXe et qui ressurgit ces dernières années à l'encontre des pays méridionaux. À l'origine de la longue nuit qui s'abattit sur l'Occident se trouve la déposition de l'empereur romain Romulus Augustinus au Ve siècle, 496, par un guerrier barbare nommé Odoacre, provenant de l'actuelle Hongrie et sans doute d'origine germanique. Elle est considérée comme le dernier signe de vie de cet empire romain d'Occident, précédant son émiettement en des royaumes nombreux et rivaux, Francs, Burgondes, Goths, Souèves vandales, domaines gallo-romains, etc. Quoiqu'ayant disparu, l'Empire romain survécut cependant dans la nostalgie des mémoires princières. Clovis, roi des Francs, considéré par les historiens républicains comme le premier roi de France et le premier roi chrétien des Francs, incarne dans le contexte historique des grandes invasions, la lutte territoriale d'une peuplade germanique, les Francs, sur un espace culturellement identifié au monde gallo-romain. Dans ce combat, il fut en concurrence avec le gallo-romain Syagrius reconnu comme roi des Romains par ses contemporains et installé dans un royaume dont le centre était Soissons. Clovis l'emporta, battant Syagrius en 486 à la bataille de Soissons, resté célèbre pour l'anecdote du vase de Soissons. Il revêtit alors la tunique de pourpre des empereurs romains. Mais contrairement à la conquête de César, qui donna lieu à la guerre des Gaules puis transforma profondément la Gaule, la conquête de cette Gaule romanisée par Clovis et ses Francs se fit sans grand heurt ni combat. Ces derniers en effet s'intégrèrent, voire s'assimilèrent aux vaincus. Clovis et son peuple s'assujettirent à la civilisation la plus haute comme les Gaulois l'avaient fait face à Rome, abandonnant en outre le paganisme pour embrasser la foi chrétienne. Cette nostalgie impériale survécut toute la durée du royaume des Francs et le titre d'empereur, en quelque sorte laissé vacant, intéressa bientôt certains successeurs de Charlemagne, décédé en 814, lui qui venait de donner à ce royaume des Francs sa plus grande extension et qui avait pu faire croire, en se faisant couronner impérator romanorum, à la basilique Saint-Pierre en l'an 800 que la romanité était reconstituée et que les ténèbres épaisses tombées sur le continent au Ve siècle étaient dissipées. Le royaume des Francs, englobant de nombreuses minorités et s'étendant sur les territoires actuels de la France, d'une grande partie de l'Italie, de la Suisse, de l'Allemagne et du Benelux, connut précisément son extension maximale sous Charlemagne, ce qui coïncida également avec sa fin. Jusque-là, il n'avait pas existé de Germanie, seulement des tribus germaniques. Comme l'écrit très bien l'historien William James Durand, Charlemagne leur donna un moment l'unité de la conquête et les principes essentiels d'un ordre commun, mais l'écroulement de l'Empire carolingien relâcha leurs liens et jusqu'à Bismarck le sentiment tribal et le particularisme local combattirent toute influence centralisatrice. Le processus de désagrégation frappa en effet ce grand royaume carolingien, comme il avait frappé 4 siècles plus tôt le vaste empire romain d'Occident. C'est ainsi que la mort de Charlemagne marqua la fin progressive du royaume des Francs. Entre la fin de l'Empire romain et la fin du royaume des Francs s'écoulent 3 siècles durant lesquels les habitants de l'actuelle France et ceux de l'actuelle Allemagne ont coexisté. Mais la réunion des Francs de l'Ouest avec ceux de l'Est, réunion des ancêtres communs aux Français et aux Allemands, succombant à ces contradictions internes, fut brève et la rupture fut consommée par le partage du royaume organisé par le traité de Verdun en 843. En effet, peu avant la disparition de Charlemagne, un seul de ses 4 fils était en position d'hériter de la couronne de fer, ses 3 frères étant déjà morts.
Louis assurera donc provisoirement la continuation de l'Empire carolingien, non sans avoir à faire face durant son règne à de nombreuses révoltes et guerres civiles et à 2 premiers partages. À sa mort, ses 3 fils se disputeront l'Empire carolingien. Selon les faits bien connus, Louis et Charles le Chauve s'alliant contre Lothaire, le forcèrent à accepter le démembrement de l'Empire, chacun en recevant une part. Même si le titre impérial était maintenu et échu à Lothaire, dans la réalité l'Empire perdait son universalité, puisque ne recouvrant plus qu'un tiers de la chrétienté. À l'ouest l'aventure de la France, du royaume de France, commença. À l'est l'aventure de l'Allemagne s'amorça. Celle-ci débuta par un roi modeste qui s'intitula d'abord roi des Teutons, Othon Ier, et prit en 962 le titre supplémentaire de Romanorum Imperator Augustus, Auguste empereur des Romains, après s'être fait couronner par le pape Jean XI. Ce pape, menacé par les Lombards, l'avait en effet appelé à l'aide et avait ensuite accédé à son souhait d'être couronné empereur romain. Certains Allemands contemporains qui proclament volontiers la virginité de l'espace germanique face au monde latin, y trouveraient là un premier et éloquent démenti. Le couronnement par le pape conférait à l'autorité d'Othon un caractère sacral, dont ne pouvaient se prévaloir les princes germaniques et le plaçait au-dessus d'une simple position de primus inter pares. Par ailleurs, Othon Ier réaffirmait les donations faites à la papauté par les Carolingiens, donations essentiellement territoriales comprenant outre Rome, des villes italiennes et la Corse, privilegium Othanonium. L'année suivante, par un coup de force, le premier empereur germanique déposait le pape Jean. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.